Elle est directrice du hockey féminin et développement à Hockey Québec et analyste au hockey de la LPHF ici à Radio-Canada. Notre invitée est Stéphanie Poirier. Allô Stéphanie. Salut Alex. Je suis très, très heureux que tu aies accepté notre invitation. Merci d'être là. Ben merci de l'invitation. Très heureuse d'être ici. Quand on s'est texté un peu, parce que bon, on a travaillé un peu ensemble sur les reportages de la LPHF, on a fait quelques balados également. Donc, j'ai ton numéro de téléphone. Puis, on s'est échangé des petits textos pour programmer cet entretien. Puis, à la blague, tu m'as écrit, je suis allé retrouver mes stats Pee-Wee 2A. Oui. Ce qui était une blague, d'ailleurs. Alors, je veux savoir combien de buts, combien de passes. Jouais-tu à l'avant? Ben, tu vois, genre, c'est de là que je pars. Là. C'est de là qu'on part. Hein? Je sais même pas. Ouais, non. À vrai dire, dans ces années-là, à l'époque, j'étais rendue au féminin, donc les âges là, étaient différents. OK. Mais les catégories étaient différentes aussi à l'époque, évidemment. Là, ça remonte aux années 90, donc on remonte un peu. Donc, j'ai commencé à la défense. OK. Au niveau masculin. Quand j'ai commencé à jouer au hockey, je suis passée du patin artistique au hockey. Donc, une traditionnelle famille de hockey là, à la maison. Ah ouais, c'est ça. Ça vient d'où? On commence toujours comme ça. Qu'est-ce qui t'a... parce que, bon, tu savais déjà patiner, visiblement. Exact. 2 ans, mon père m'a mis des patins dans les pieds. Mon frère, un petit peu plus vieux que moi. Donc, on est vraiment, je pense que c'est un produit typique québécois qui, mon père nous faisait une patinoire dans la cour. Ah ouais. Oui, absolument. Puis, je me rappelle à 4-5 ans le voir le soir sortir. Puis là, il remplissait les poubelles. Puis là, il lançait les poubelles là, pour que ça soit tout c'est comme even. ça qu'il faut faire. C'est une bonne technique. C'est un menuisier, il était assez précis, avec des petites bandes. Puis moi, mon frère et moi, on jouait jusqu'à plus sentir nos orteils très jeunes. Puis moi, j'étais une patineuse. Donc, une patineuse artistique jusqu'à 10 ans. Je faisais de la compétition. J'aimais beaucoup ça, d'ailleurs. Mais mon frère jouait au hockey. Mon père coachait. Il faisait toujours plein de projets où on habitait. Puis on passait notre vie dans les arénas ou dehors dans la cour l'hiver. Puis je jouais souvent au hockey chez nous, mais avec mes patins de patins artistiques. C'est ça. Puis là, je vieillissais, je faisais de la compétition et tout ça. Puis là, j'arrivais, là, j'avais des spots de noirs de rondelles sur mes patins blancs. Là, ma coach, c'est ça, elle disait, là, t'as joué au hockey? Ouais. Là, fallait que je nettoie mes patins. Puis là, un moment donné, j'avais juste trop envie de jouer. Je jouais de façon, je jouais dans les petites écoles de hockey que mon père faisait ou des programmes pendant une semaine, pendant la relâche et tout ça. Puis le côté physique, mais le côté collectif, ça me manquait. Puis moi, j'aime vraiment patiner. Là. Ouais, exact. Donc, cette liberté-là, mais avec un but un peu différent là, d'aller. Puis là, finalement, j'ai dit, j'aimerais ça jouer au hockey. Fait que mes parents ont dit, t'es sûr? Puis on a Atome 2C, Lorraine Rosemère, le national. Je crois qu'à l'époque même, on s'appelait Lorost encore. Là, les gens des Basses-Laurentides vont reconnaître Lorraine Rosemère Sainte-Thérèse. À l'époque, c'était Lorost, les castors. Puis ensuite, c'est devenu le national de Lorraine Rosemère. Oui, je remonte là quand même. C'est quoi le Rost? Lorost, donc Lorraine, L-O, Rosemère, R-O, S-T-E, Sainte-Thérèse. À l'époque, c'est un regroupement. Ah, d'accord. Donc moi, je viens de ces années-là, là, des Basses-Laurentides. Donc, avec le Atome 2C, défenseuse, parce qu'évidemment, en patinage arrière, il y a comme personne qui m'accotait. Puis j'avais besoin, évidemment, de développer mes habiletés avec la rondelle. Tu sais, j'avais jamais joué de l'organiser. Tu faisais pas de numéro avec un bâton en patinage Non, on artistique. n'est pas dans les Mighty Ducks quand même. C'est un mythe. Hey, c'est vrai. Malgré que j'étais capable, les premières années, de faire des sauts puis des choses. Oui, exact, pour montrer mes habiletés de patineuse. Ton frère, grand frère, petit frère? 2 frères, mais le plus jeune est arrivé beaucoup plus tard. Donc, quand je parle de mon frère, là, c'est mon frère Jean-Philippe qui est... on a 19 mois de différence. Là, donc, un excellent joueur de hockey, un passionné de sport. Tout comme mon père, un passionné de sport. Donc, vraiment, là, le filon familial, assurément. Étiez-vous dans la même équipe? Non, il était plus vieux. Lui, il jouait Pee-Wee alors que moi, j'étais Atome. Et là, à l'époque, les catégories étaient vraiment Atome Pee-Wee. Donc, Bantam, ça a changé. Je sens, là, puis on va en parler un peu plus tard, là, parce que dans ton rôle de directrice du hockey féminin à Hockey Québec, t'es là-dedans. Exact. Mais sache que moi, là, les catégories, moi, je trouve pas ça grave, là. Non.
C'est ça. On remonte années 90, on parle là, 94, 95. Donc, avec mon frère jouait Pee-Wee, moi, j'étais, c'est ça, Atome 2C à l'époque, qui aujourd'hui équivaut à un Atome 2A, là, parce que maintenant, il y a du 3A, 3A Elite, là, les âges ont changé, tout ça. Tu as commencé rapidement dans les équipes les plus fortes? Ben, dans le 2 lettres, oui. J'étais suffisamment. Ben, je jouais déjà. J'étais une très bonne patineuse. Donc, c'est sûr que il fallait que j'avais plein de choses à apprendre. Mais à l'époque aussi, il faut que j'avoue que je savais même pas qu'il y avait du hockey féminin. C'était. Ben, c'est ça que j'allais dire. S'il y avait eu du hockey féminin, c'est peut-être que le patinage artistique, il y en aurait eu moins ou moins longtemps. Ou est-ce que ça a rapport avec ça, avec l'accessibilité? Tout le monde patinait chez vous. C'était comme plus naturel de faire du patinage artistique parce que c'était plus accessible? Oui, probablement, parce que je suis une fille aussi. Mon frère aussi a commencé à patiner très jeune. On allait au patinage libre à l'Aréna de Lorraine. J'ai passé mon enfance à l'Aréna de Lorraine. On allait là les soirs, après l'école, la fin de semaine, tout ça. Donc, puis je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup t'es une fille, tu fais du patin, puis t'es un garçon, tu fais du hockey. Puis bon, des fois encore un peu comme ça d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement. Mais tu sais, mes parents, quand j'ai voulu faire le changement, tu sais, j'étais quand même une bonne patineuse. Je faisais de la compétition, je remportais des médailles et tout ça. J'arrivais là à un niveau provincial, donc ils m'ont dit, t'es-tu certaine? Tu fais bien. Puis j'adorais Marie-Josée, ma prof de patin. J'avais une super belle relation avec elle. Fait que j'avais une belle... mais c'est ça, j'avais vraiment envie de la compétition, du jeu physique, de me coltailler. Il faut dire que j'ai grandi avec des garçons autour. Tu sais, oui, mon frère un peu plus vieux, mais sur la rue, c'était que des garçons. Donc j'ai été habituée à faire du sport avec des gars très, très jeunes. Puis en même temps, c'est ça, je pense que la culture du sport aussi était peut-être un petit peu différente à l'époque, là. Donc, puis là, ben, mes parents ont été très, très, très ouverts, là. C'est OK, c'est ça que tu veux faire, parfait, mais on se lance. Tu fais la saison complète, puis on verra. Puis là, ben, on est ici aujourd'hui, 30 ans plus tard. Tu as fait beaucoup de chemin, puis on va en faire la démonstration, mais... donc, c'était dans des équipes de gars au début. Première année, puis par la suite... Une seule année. Oui, parce que de mémoire, c'est un peu le fruit du hasard, une question d'inscription, quelque chose, puis on se rend compte que on a manqué... Du moins, c'est le souvenir que j'en ai. Là, j'ai environ 11 ans, mais je me rappelle avoir la discussion... Parce qu'on a manqué les inscriptions. Mais là, mais moi, je voulais jouer. Puis on dit, ben là, on a vu... Je sais plus si c'est ma mère ou mon père, mais ils m'ont dit, on a vu qu'il y a du hockey féminin. Mais là, à l'époque, il y avait comme 2 ou 3 catégories seulement. On appelait ça C, B et A. Puis c'était beaucoup par catégorie d'âge. Donc là, ils m'ont inscrit hockey féminin à Boisbriand, qui a été parti par des papas, que leurs filles... Il y en a beaucoup qui passaient de la ringuette. Moi, la ringuette m'avait jamais intéressée. C'est ça, c'était le hockey, le patinage, le soccer, bon, d'autres choses. Mais la ringuette, c'est pas quelque chose qui m'attirait pour une... J'ai aucune idée pourquoi. Là. Je pense que c'était pas quelque chose qu'on regardait non plus à la maison. Puis, donc là, il commençait à avoir des regroupements. Donc, je me suis inscrite. Donc, moi, je me suis retrouvée, vu que j'avais un calibre quand même assez élevé, j'avais l'âge de jouer plus jeune, mais je pouvais pas jouer dans ce calibre-là. Donc là, je suis allée dans le... De mémoire, là, c'était 12-16 ans à l'époque. Puis ensuite, c'était 17 ans et plus. Okay. Donc, je pouvais pas aller, évidemment, avec les 17 ans. Puis ça commençait à être un petit peu... des adultes. Un petit peu intense. Donc, moi, mon 12 ans, là, je suis arrivée dans une équipe, puis là j'ai fait 5, 6, 7 ans là, au hockey féminin à Beaubriand, qui ont été des années... j'ai encore des souvenirs. J'ai encore une de mes meilleures amies, Sandra. Je l'ai connue à cette époque-là. On est encore amis aujourd'hui. Et des filles aussi, là, des fois que je vais recôtoyer à l'occasion, que je recroise. Donc, c'est des super années formatrices où, ben, c'est sûr que c'est aussi l'adolescence, la période d'adolescence. Donc, on apprend à se connaître, on se développe aussi en tant que personne. Puis, c'est ça, ça a été, là, j'ai très peu de mauvais souvenirs de cette époque-là. Puis oui, au début, j'étais la plus jeune. Bon, ils me surnommaient, j'avais le surnom, et là, j'ai des amis qui vont rire, mais ils m'appelaient Puce, évidemment, parce que j'ai jamais été très grande, mais à l'époque, je devais faire à peine 5 pieds, mais je patinais très, très vite. Puis c'est le même surnom que Lionel Messi. Fait que c'est pas si pire. Oui, j'aimerais qu'on... À l'époque, oui, tu le sais, oui, savait c'est pas, ça, là, mais... exactement. Je suis un petit peu plus vieille que lui, donc il m'a juste suivi. C'est ça, c'est lui qui a le même surnom que Stéphanie Poirier. D'ailleurs, ils en parlent dans le vestiaire. Oui, je suis contente qu'on fasse cette clarification-là ici. Mais donc, c'est ça. Puis là,
après ça, ça a juste... Après C'est ça, resté. rapidement, j'étais joueuse affiliée avec l'équipe des plus vieilles, même que j'étais encore relativement jeune. Puis je me rappelle la fraternité, le plaisir d'être ensemble. Ouais. Même si au début, je me rappelle être intimidée un peu quand même. Ben, c'est normal. T'étais la plus jeune. Exact. Ouais. Puis, mais de voir rapidement que l'impact que j'avais sur la glace, tu sais, les joueurs... C'est ça. Ils Elle n'est pas voyaient grande, c'est la que- plus jeune, mais. c'est OK, ça. Exact. Donc, elle ouais. fait de nous une meilleure équipe. Exact. Là, j'écoute, je devine que très tôt, tu es animé par l'esprit de compétition. Oui, un peu trop. Ben, écoute, Certains diront. dans ce qu'on fait, dans ce que tu fais particulièrement, c'est Oui. pas une mauvaise affaire. Comment ça à quoi ça ressemble dans ce contexte-là? Parce que là, tu vas jouer longtemps dans ce groupe d'âge-là. J'imagine que c'est pas, vous n'avez pas comme une longue liste d'adversaires. On se promène beaucoup. Oui, c'est ça. Ça doit être assez. Ouais. Fait que comment tu conjugues le goût d'être la meilleure dans ces paramètres-là? Mais je dois avouer qu'on avait une bonne équipe. On a toujours été dans Ouais. des bonnes équipes. On était bien entourés. Il faut dire qu'on allait chercher, évidemment, des grands territoires. Donc, on couvrait large là, au niveau du territoire. À vrai dire, c'est encore ça aujourd'hui. Il y a juste plus d'équipes, mais puis plus de catégories. Mais donc, on avait des bonnes équipes, mais on se déplaçait. On allait dans l'Anneau d'hier, où il y avait Repentigny. Il y avait dans le nord, le plus au niveau Saint-Jérôme. Il y avait Laval. Il y avait la Rive-Sud, là, dans le bout de Saint-Basile-le-Grand à l'époque. Donc, on se déplaçait, tournoi, on allait à Québec. On restait évidemment principalement au Québec. Puis, à un certain moment, là, j'ai reçu un appel d'équipe Québec à l'époque, OK. là, moins de 18 ans, qui donnait l'opportunité là, d'aller essayer pour jouer sur l'équipe équipe Québec. Puis, ça a juste continué. Mais je dois avouer que... Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, puis tu sais, dans la profession dans laquelle je suis allée, c'est sûr que des fois, je me dis des choses qu'on faisait, je me disais, OK, on aurait pu vraiment être plus optimal, mais quand on était dedans, j'ai pas souvenir qu'on me demandait moins quand j'étais avec les filles que tout le temps que j'étais avec les garçons. Parce que même si c'est une saison, j'ai joué des années au niveau été, printemps, des choses comme ça, au niveau masculin. Puis, tu sais, nos entraîneurs étaient exigeants. T'sais, on faisait des pratiques complètes, on se challengeait, on voulait marquer, on voulait défendre, je voulais jouer sur l'avantage numérique, le désavantage numérique, je voulais être première marqueuse. J'avais toujours ce côté-là là, de vouloir performer, mais dans tout, là, on pourrait jouer un match de Scrabble, une partie de Scrabble, puis je voudrais gagner. Je regarde un quiz à la télé, puis c'est pas loin si je note le nombre de bonnes réponses que j'ai eues en l'écoutant. Donc, j'ai toujours eu ce désir-là là, de bien faire. Mais là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il y a un moment où tu rêves je sais pas, l'équipe nationale, des Jeux olympiques, c'est dans ce sens-là, ouais, la conjugaison de ce désir de compétitivité. Parce qu'il n'y a pas 1000 occasions à l'époque. Aujourd'hui, un peu plus. Mais à l'époque, il n'y en a pas vraiment, à part, c'est ça, les programmes nationaux, provinciaux. Oui, c'est sûr qu'une fille comme Nancy Drolet au Québec, je me rappelle les premières fois on a eu comme conscience de ça. Fin 90, là, bon, c'est sûr, les fameux Olympiques de 98, mais même là, tu sais, j'ai 13-14 ans à cette époque-là, donc on regarde ça un peu de loin. C'est pas ça, c'est t'as moins, pas ça en tête. Non, pas beaucoup. C'est vraiment début des années 2000, là, quand, Équipe Québec, je commence à participer à des cannes avec Équipe Québec, donc ils regroupent là, à peu près les 40 meilleurs de la province, puis font des camps, puis là, ils en éliminent, puis finalement, je me retrouve à faire l'équipe pour le championnat canadien en 2001 à Trois-Rivières, puis là, je suis avec des joueurs qui l'avaient déjà fait. Puis là, on commence à faire OK, là, il y a des joueurs là-dedans. Il y avait Sarah Vaillancourt qui a joué sur l'équipe nationale, évidemment. Tu fais, il y a une coche, premièrement. T'es bonne dans ta région, puis après ça, t'arrives au provincial, puis tu fais, attends un petit peu. Il y en a d'autres qui sont bonnes dans la province. Puis là, après ça, je me souviens particulièrement ce qui englobe les Jeux olympiques de 2002, évidemment, là, avec Salt Lake City. Je me rappelle d'écouter le match. Je me rappelle, bon, évidemment, après ça, là, j'ai eu l'opportunité de travailler de dernières années avec Daniel Sauvageau. À l'époque, pour moi, c'est une coach à la télé qui a gagné, puis qui a, par la suite, a écrit un livre. Puis, c'est très loin. Mais là, il y a des étapes.
il y a des étapes, puis à un certain moment, ben tu te rends compte que même si c'est une bonne joueuse, ça arrivera pas. Là. Il manque une coche pour se rendre. Là. Les places sont limitées aussi. Oui, absolument. Puis englober l'athlète sur tout ce que ça comporte au niveau de la préparation, c'est encore un peu flou, là, je dirais. Je suis une passionnée du jeu. Est-ce que je suis une grande passionnée de tout ce qui est autour, nécessairement? Les joueurs s'entraînent 5-6 jours semaine à l'extérieur de la glace et tout ça. Ça, c'était flou quand même un peu à cette époque-là pour moi. Là. OK. Est-ce qu'il y a un moment dans tout ça où tu te dis, hey, je pourrais gagner ma vie en parallèle dans ce milieu-là? Ça fait peu d'années, à vrai dire, que j'ai réalisé que je pouvais gagner ma vie avec ça. Non, absolument pas. Absolument pas. Je savais que j'adorais ça. Je coachais un petit peu dans les écoles de hockey avec mon père. J'étais marqueuse, j'étais arbitre. Je faisais comme un peu tous ces petits job-ins là, pour travailler avec mon père. Puis c'était on the side. Moi, Steph, c'est une fille de sport. J'aime la majorité des sports, j'en pratiquais beaucoup à l'école secondaire. Donc, c'est ça. Je suis une fille de sport, mais il va falloir que je me trouve une vraie job un jour, puis je verrai qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, non, absolument pas. Bon, mais à quoi tu penses d'abord à ce moment-là, quand tu t'imagines jeune adulte au travail? Je suis une passionnée des communications du cinéma. J'ai d'ailleurs étudié là-dedans au début, une fan des séries télé. Beaucoup utilisé ça pour apprendre l'anglais, les séries américaines là, dans mon adolescence. Là. Ta série préférée? Oui. Première vraie série, Dawson's Creek. Pour les jeunes, les femmes. Oui, t'étais moins le public cible, je dois avouer. J'étais vraiment le target, le public cible, absolument. Okay. Donc, toutes ces séries-là américaines là, qui commencent à arriver début des années 2000 pour nous ici, d'apprendre l'anglais et tout ça, fait que ça me passionnait. Mais j'avais, c'est sûr, un penchant important pour le sport. Mais je suis pas une fan des études comme telles. Je suis allée à l'école et tout ça, mais plus dans l'action. Oui, je suis une fille de projet. Je suis une fille de projet. Donc, après quelques années à travailler, aller un peu à l'école, voyager un peu, j'aime beaucoup le voyage. Là, je me suis dit non, il faut que j'aille dans quelque chose qui est sportif. C'est ça mon... C'est ça. Le dénominateur c'est un peu ma vocation. Ça, Puis honnêtement, Énergie Cardio a eu un grand impact dans ma vie. Parce que... les centres? Oui, les centres. Parce que j'ai été engagée là au début de la vingtaine comme entraîneuse. J'ai fait la formation de base pour devenir entraîneuse puis suivre les gens là, dans un contexte... c'est comme une formation là, qu'eux donnent. Une fin de semaine, exact. Du moins, à l'époque, c'était ça. Là, je ne sais plus aujourd'hui. On veut pas, c'est ça. C'est ça. Puis tu pouvais faire comme juste un type d'entraînement. Puis là, avec les années ou avec des formations de plus, tu pouvais faire plus. Puis là, comme... devenir entraîneur, soutenir les gens en préparation physique, là, ça fait comme un... c'est là le déclic. Oui, là, il y a comme un déclic. Puis, je décide de faire une formation en massothérapie. Puis, finalement, je tripe plus sur la connaissance. Découvrir tous les groupes musculaires, le fonctionnement du corps humain, les systèmes, plus que la thérapie manuelle comme telle. Fait que là, je me lance, 24 ans, UQAM, bac en kinésiologie. Avec un peu late, un petit peu sur le tard. Aujourd'hui, c'est assez... c'est ça. Peut-être qu'à l'époque, parce qu'on est de la même génération, mais aujourd'hui, c'est assez... assez de faire ça. À l'époque, mais on faisait plus. J'ai fait mon cégep, j'ai joué au hockey à Saint-Jérôme, des superbes années. J'ai coaché, j'ai adoré ça. C'est là que j'ai commencé à coacher plus de l'élite avec Pierre à Saint-Jérôme, là, qui a été un de mes premiers mentors de coach, assurément. On se parle de temps en temps encore aujourd'hui. Mais après ça, là, l'école reprend un peu la place. Puis là, je me dis, je vais devenir kinésiologue, je vais entraîner des athlètes. Puis là, tu sais, l'intervention, je suis un peu... je vais dire active, très active. Je ne veux pas me catégoriser avec des lettres, mais je suis très active. J'aime bouger, j'aime communiquer. Donc là, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de sens pour moi à ce moment-là. Puis vas-tu pratiquer? Absolument. J'ai fait mon bac, adoré ça, vraiment beaucoup.
J'arbitrais dans ces années-là. J'avais laissé le coaching un peu de côté parce que c'est quand même exigeant là, avec les études et tout ça. Donc, j'arbitre comme ça, c'est ponctuel. C'est un one night show. Donc, c'est ça, j'arbitre pendant des années. Puis, je continue pendant mes études à être au énergie cardio. Fait comme ça, je parfait mes connaissances. Okay. Puis après ça, ben là, plusieurs années, je suis restée là pendant plusieurs années. J'ai gravi certains échelons, devenir entraîneur-chef, m'occuper d'une équipe de coach ou d'entraîneurs privés, commencer un petit peu de gestion. Puis là, tranquillement, j'ai décidé de partir ma propre entreprise que j'ai eue pendant plusieurs années. Là, beaucoup d'entraînement, beaucoup de réhabilitation. Donc, j'ai été partenaire dans une clinique multidisciplinaire dans le Nord, à Saint-Sauveur pendant quelques années. Donc, j'ai eu, tu sais, quand je parle de projet, je suis vraiment une fille de projet c'est ça qui a besoin d'être challengée dans ce qu'elle fait, mais qui a besoin, tu sais, j'adore être en contact. Tu sais, ça retourne beaucoup autour de l'intervention, de la communication, de l'échange. Donc, tout ça m'a apporté là, ces éléments-là. Qu'est-ce qui te ramène au hockey? Parce que là, t'es parti pour la gloire, là. Des franchises partout à travers le Québec. Oui. Les Dragons, après. Je suis moins une business person. Les chiffres l'école, trop d'Excel. J'aime les Excel pour les rankings de joueurs et de joueuses et les évaluations. Ça, j'adore. Stats, c'est bon, mais bénéfices non répartis, chiffres, ça, c'est un peu... J'améliore ça avec les années, d'ailleurs. J'ai des bons mentors et des bons accompagnateurs. À vrai dire, à un certain moment, quand j'ai fini l'université, j'aimais beaucoup arbitrer, honnêtement, le feeling du patinage sur la glace. Puis c'est niaiseux, mais à l'époque, les systèmes à 2 existaient peu, ils commençaient. Donc, tu sais, le patinage, d'être impliqué dans l'action, de voir aussi le match complètement différemment. Mais à un moment donné, le coaching m'a manqué. D'être au niveau de l'intervention, d'être sur la glace, d'enseigner le hockey, de parler de hockey. Puis, il faut que j'avoue, puis ça, c'est un peu moi, un peu sur un semi-coup de tête, j'ai vu une annonce, une affiche que Hockey Laval cherchait des entraîneurs-chefs au niveau Pee-Wee 2A. À l'époque, le 3A, 3 relèves n'existe pas. Fait qu'aujourd'hui, un Pee-Wee 3A, à l'époque, était l'équivalent du Pee-Wee 3A. Aujourd'hui, là, pour les gens... M13 3A, je devrais dire. Aujourd'hui, pour l'équivalence. Oui, ça, c'est le défaut professionnel maintenant. Donc, puis je me dis, let's go. Et en dedans de 24 heures, j'envoie mon CV. Puis il me rappelle. On veut te passer en entrevue. OK. Fait que je me déplace à Laval. Martine, Bob, je me rappelle encore, je rentre dans le bureau. Salut. OK. Probablement la première fois qu'il passe une fille en entrevue. Puis je m'assois, on a une discussion. Je m'étais préparée. Système défensif, marquage individuel, que j'avais mis. J'allais faire dans les stéréotypes de genre, mais probablement la personne la mieux préparée pour l'entrevue. Oui. Généralement. Là, potentiellement, oui. On sait en général qu'on a peu de... nos chances. La porte ouvre un peu moins, puis quand elle ouvre, on est mieux de... Mais le gars, typiquement, a tendance à... Ça va être correct, puis la fille, typiquement, a tendance à faire « Non, mais je vais me faire un plan. Dans notre domaine, surtout, on a moins l'occasion de se tromper. Puis la vibe est vraiment très bonne, puis il m'engage. Ah ouais? Ben oui, première fois qu'il y a une femme coach. Donc, puis moi, puis tu sais, puis Martine, je la côtoie encore aujourd'hui. Puis il me raconte quelques mois plus tard qu'au début, quand ils ont juste vu le CV, ils n'ont pas vraiment regardé le nom. Ils ont vu le CV, puis ils ont dit « Ah, c'est intéressant. » Puis mon nom, tu sais, en lettres majuscules, le I, il n'y a pas de point quand on a un I majuscule. Fait que vite, au début, ils ont fait comme Stéphane. C'est Stéphane. Ce qui est arrivé vraiment beaucoup, là. Oui? Dans les formations, dans ces années-là, j'allais à Hockey Québec. Puis là, ironiquement, maintenant, je travaille là, mais ça arrivait pour vrai au moins une fois sur 2 ou une fois sur 3 que c'était marqué Stéphane. Parce qu'il faisait comme un typo. Puis des fois, j'étais la seule fille, puis il y avait comme 222 gars, tu sais. Fait que là, des fois, il nommait les noms. Stéphane Poirier. Stéphanie. Ah oui, excuse-nous. Tu sais, juste parce que c'est comme l'habitude. Puis là, les gens vont peut-être dire, là, ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, 2010-2011, là, 15 ans, ça paraît pas beaucoup, mais dans le cheminement du sport avec les femmes, là, c'est énorme ce qui se passe dans les 3-4 dernières années. Là. On est loin de ça. Puis ça, ils me l'ont rencontré après, puis j'ai trouvé ça super drôle, tu sais. Puis là, ils ont fait comme, hey,
c'est une fille. Puis on dit, ben ouais, mais elle est bonne. C'est le même CV. Ben, je veux dire, dans le sens que le CV est super intéressant, ouais. fait qu'on l'appelle. Puis bon, finalement, c'est ça. C'est moi qui ai eu la job. Puis tu sais, là, c'est le début de 4 années hyper formatrices. Mais j'ai très, très peu de mauvais souvenirs de cette époque-là. Je pense dans ma personnalité aussi, j'aime mieux voir le positif parce que c'est facile de, tu sais, comme j'arrive à l'aréna, puis avec mon frère, Jean-Philippe, que j'ai dit, viens coacher avec moi, c'est un passionné de sport. Puis j'ai dit, tu veux-tu être mon adjoint? Il a dit, ben, mais-en, tu sais, frères et sœurs, let's go, on part. Ça, il y a eu un article dans le journal, là, j'espère. Là. Parce qu'il y a à l'époque, il y avait un hebdo régional qui a manqué l'occasion. Ben, écoute, on est allé 2 fois au tournoi Pee-Wee de Québec, lui et moi. Okay. Puis il y avait 2 autres entraîneuses avec nous qui étaient ma conjointe à l'époque, puis une amie qui était une joueuse de hockey aussi. Okay. Puis non, on est ailleurs. Ça arrive. Là. Oui, mais on est ailleurs. C'est sûr que si c'était aujourd'hui, maintenant, feel good, c'est ça. Mais en même temps, nous autres, on regarde pas ça. On n'est pas dans le... C'est ça, dans l'instantanéité comme on l'a aujourd'hui. Tu sais, oui, il y a eu quelques articles et tout ça, mais tu sais, je me souviens arriver à l'aréna, puis là, à Laval, ils sont comme, là, les parents, ils savent que c'est une fille qui arrive, puis là, il y a comme un... Mais là, moi, j'arrive comme le 2 août. Ouais. Je dis, mais ils ont fait... Tu sais, j'ai été engagée comme au début du mois de juin, tu sais, il n'y a pas de hockey. Fait que dans ma tête, c'est un peu... Je le comprends pas tant que ça, là. Comment ça, les gens savent... Bon, puis là, maintenant, je comprends vraiment comment les choses fonctionnent. Mais à l'époque, moi, j'arrive avec ma poche, avec mon frère, avec Charelle, Amanda, on s'en va là, puis c'est comme, OK, on s'en vient coacher, tu sais. Donc, puis là, on se sent un peu observé. Okay. Puis finalement, à part la première pratique, puis... Après ça, c'est... Puis encore là, puis ça, je leur serai toujours reconnaissant de ça. Tu sais, ils ne savaient pas. Ils ont pris un guess sur moi. Tu sais, Martine, Bob, c'est Robert Plante Junior là, pour... il a été très, très longtemps DG du Rousseau Royal à Laval-Montréal. Donc, c'est le gars de la structure du Midget 3A là, qui était là, qui était directeur technique à l'époque. Puis, tu sais, ils ont quand même pris un guess. Ça reste qu'à la fin de la journée, je ne sais pas qui d'autre qu'il y avait en entrevue, mais ils se sont dit, on va lui donner une chance. Ouais. Puis... mais en même temps, ils voulaient se backer. Donc, ils avaient demandé aux autres coachs qui étaient là, amenez votre stock. Tu sais, mettons là, que ça se passe pas bien après 15-20 minutes. Ouais. En même temps, ils m'ont jamais vu coacher. Là. On a été dans une salle, on a parlé une demi-heure, 40 minutes. Ils ont aimé ce que j'ai présenté, ma personnalité. Ils m'ont dit... Tu sais peut-être pas patiner. Ouais, non, c'est ça. À vrai dire, ils savent pas. Puis, tu sais... Pour ceux qui savent, il y a des entraîneurs qui sont des très bons coachs qui, techniquement, sont pas wow non plus. Là. C'est pas eux autres qui font la démo, mettons. Là. Moi, à l'époque, je peux très, très bien faire une démo, particulièrement pour un Pee-Wee, on va se le dire. Mais eux autres, effectivement, ils en ont aucune idée. Fait que j'arrive, j'embarque sur la glace. Puis là, je pars une activation. Puis là, je fais mes affaires, les camps, nanana, bon. Et il me dit, je pense après Noël, là, quelques mois plus tard, alors qu'on a établi un lien, puis que je m'entends bien avec les autres entraîneurs, qu'on a une belle chimie, puis tout ça. Puis ils me disent, tu sais, on avait demandé à Mike puis à Stéphane, qui étaient 2 des coachs à l'époque, d'avoir leur stock. Tu sais, mettons que ça va pas bien, là, comme... faut comme un plan B. Puis il m'avait dit, après 5 minutes, on a fait, c'est beau, les boys, serrez votre stock, vous n'aurez jamais besoin d'embarquer. Puis ça, puis moi, ça, je trouve ça... Tu sais, il y en a qui vont le voir. Tu sais, quand je te dis, je choisis dans la vie de voir les choses le plus... Tu sais, il y en a qui vont dire, ben voyons, c'est bien insultant de penser que tu pourrais pas le faire, mais en même temps, des filles qui coachent un élite, il y en a pas ben. Donc, tu sais, de dire, on a un plan B, on va essayer de la soutenir. Moi, je le vois plus comme ça. Tu sais, moi, où je décide dans mon... Mais là, les paramètres sont ceux-là. Mais si on enlève le détail, une situation nouvelle, c'est pas de mauvaise idée d'avoir un plan de rechange. Exact. Et qui te l'a dit aussi. Après, ça montre le chemin que vous avez fait rapidement là, dans votre relation. Les gars ont été, pour vrai, vraiment géniaux. Ouais. Les coachs qui étaient là, Mike, Stéphane, Thierry à l'époque, Jacques, notre gouverneur, ils m'ont vraiment... ils m'ont vraiment embarqué dans la gang rapidement. C'est comme Steph, les jeudis, on va à Cage au Sport, manger des ailes, boire une bière. Il a appris à leur dépend que je bois pas de bière, malheureusement. Je prends des drinks de filles. Donc, j'aime ça quand il y a de la couleur. Puis, c'est ça, il y en a. Fait que sinon, avec les ailes, je suis capable de faire une pas pire job. Mais, puis, fait que là, tu sais, très rapidement, puis le classique de, tu sais, jeune avec mon frère, mon père, nos équipes, tu sais, on était au resto, puis on utilise le sel, le poivre, la sauce pour parler du thème.
les X et les O deviennent une salière. Puis on fait ça. Puis là, c'est des années. Là. Puis j'ai gradué dans l'organisation. Ils m'ont invité dans les programmes élites. Je suis allée coacher aux Jeux du Québec masculin 2 années. À un certain moment, même c'est moi qui renais les défenseurs. Puis là, on parle des années... c'était du Bantam 3. Donc, des gars après ça qui ont joué majeur. Ouais. Certains qui ont fait des camps pro. Fait qu'ils m'ont vraiment impliqué. Ils ont vu aussi que, bon... C'était pas une faveur. Là. Non, c'est ça. Je pense que c'est aussi facile de faire comme on peut la tasser. Puis, mais dans ma personnalité, je veux. On parlait tantôt de la compétitivité, d'être bonne, de connaître les choses. Bien, ça, j'ai amené ça rapidement, mais l'échange, le background que moi j'avais acquis avec Pierre au cheminot, de comment regarder la game un peu différemment, avoir dans un ensemble, la voir comme un sport collectif. Donc, au début, il a quand même fallu que j'explique beaucoup ce que je voulais faire parce que là, au début, les parents, mais là, on comprend pas le type de pratique. Pourquoi qu'elle siffle pas? Pourquoi je sifflerais? Ils sont capables de gérer ça. Ils vont l'apprendre. Fait que, tout ça, tout mon background, ils ont été ouverts à ça. Puis, il y a un imbriqué. Puis, j'ai beaucoup... Les gars, ils me disaient, Steph, embarque avec nous autres si tu veux venir pratiquer, venir embarquer pour aider dans une pratique. Apprendre à voir comment les autres interviennent. Comment ils poussent la game. Leur connaissance de la game était beaucoup plus grande que la mienne, mais mon approche d'intervenante de kinésiologue, puis d'avoir été dans un upbringing de hockey un peu plus collectif, un peu moins très, très peu pattern, amenait aussi un petit edge que j'étais capable d'amener comme une ouverture que les autres avaient moins ou du moins connaissaient moins. Là. Donc, c'est ça. Fait que je me suis impliquée comme ça pendant des années. Puis là, bon, ça, à ce moment-là, c'est un sideline? Ah oui, absolument. C'est pas payé. C'est payé. Oui, mais c'est on va dire... En plus de la clinique. Oui, c'est ça. Des peanuts par rapport au nombre de matchs au déplacement, mais c'est un plaisir. C'est la passion. Ah, absolument, absolument. Puis, elle se fait quand? Est-ce qu'il y a un... Ça mène où? Ça mène où ces années-là dans le hockey élite? Ça m'amène à prendre un petit break de coacher activement parce que là, bon, j'arrive fin vingtaine, début trentaine. On veut fonder une famille, avoir un enfant, avoir un job stable. Donc, je décide de prendre une job de bureau. Okay. Parce que puis là, la compagnie va bien. Là, c'est ça, j'ai ma compagnie. Je fais de la préparation physique aussi avec les joueurs de hockey. Tout ça, je suis associée au programme. C'est ça, c'est tout le réseau et tout ça. Exact. Mais c'est extrêmement demandant. Tu sais, travailleur autonome, c'est faut que tu sois là. Puis dans le domaine de la kinésiologie, c'est de l'intervention. Fait que, tu sais, je peux pas faire un... Bon, maintenant, c'est les Zooms, là, mais on parle de... C'est ça, il y a 12, 13, 14 ans, les entraînements par Zoom n'étaient pas très populaires, puis des équipes de hockey, tout ça. Donc là, je suis au point où je dois essayer d'étendre la compagnie pour pouvoir, comme, ne pas toujours être là, puis avoir... Fait il y a Jean-François qui travaille avec moi, un consultant, mais c'est pas assez pour ne pas être là, moi, tout le temps. Puis là, bon, c'est sûr qu'il y a des fois de l'incertitude quand on est travailleur autonome. Donc, je décide de mettre la compagnie de côté, puis d'aller prendre un 9 à 5. Un 9 à 5. Get a real job. Get a haircut. Partir en train, lire le journal Métro dans le train, Blainville, centre-ville de Montréal, à la Sun Life. OK. Oui. Ah non, c'est ça. Moi, quand c'est ça, je pars... C'est ça. Comme le contraire. Oui, mais qui m'a beaucoup servi parce que ça nous a amené familialement une stabilité. Ça nous a permis de faire tout le processus pour que je tombe enceinte, qu'on ait un enfant. Mais aussitôt que j'arrête de coacher activement, je le sais, à temps plein ou du moins temps beaucoup. Oui, c'est ça. C'est pour les coachs qui coachent élite féminin et masculin au Québec là, comprennent le temps. C'est pas 10 heures par semaine. Non. Non, c'est beaucoup plus que ça, puis c'est comme 9 mois par année. Mais je veux quand même coacher. Je me vois pas faire le passe. Je me dis, oh mon Dieu, une job 9 à 5 en train, bureau, devant un ordi, ça ira pas bien, là. Puis Isabelle Leclerc au Carabin à l'Université de Montréal, que j'ai connue dans mes années au cégep, puis dans mes années de coach avec Équipe Québec, il poste un emploi de coach vidéo avec les Carabins. Donc, une fois par semaine sur la glace, tu suis l'équipe dans les matchs,
coach vidéo, code et tout ça. L'horaire fonctionne. Exact. Avec, fait que je postule. Ça fait une couple d'années que je vois moins Isa parce que là, elle avait pris le programme au niveau de l'Université de Montréal, mais on avait passé des années sur Équipe Québec. J'étais trainer. Là. J'aiguisais les patins de Marie-Philippe Poulin avec Équipe Québec quand elle avait comme 15 ans. Là. Fait que, tu sais, les étapes, là, j'ai connu plein de monde là, puis là, j'applique, puis elle dit, fait que là, entrevue tout, il m'engage. Il savait que c'était Stéphanie, là. C'est pas on se connaissait. Non, c'est ça, mais c'est pas Stéphane. Non, eux autres, exactement. Puis après ça, là, 2 ans dans ce poste-là, j'ai accouché de ce temps-là, j'ai eu Logan. Puis après 2 ans, là, il cherchait un coach à temps plein au Carabin. Puis c'est là que j'ai fait la Sun Life, c'est terminé. Marche. Je m'en vais coacher à temps plein. À temps plein. Le plus... C'était pas vraiment le plus temps plein qu'ils pouvaient offrir à l'époque là, au Carabin. Là, c'était pas un emploi à l'année, mais c'était le plus temps plein qu'ils pouvaient offrir. Puis mon garçon était très jeune à l'époque. Là. Il avait, je pense, 8 ou 9 mois quand je suis retournée après mon congé de maternité. Mais le timing est bon. Le timing était bon. La saison commençait en septembre. Mon garçon était né en décembre. Il avait 8 mois. Donc là, c'est comme... Et là, je peux pas dire non. Et là, c'est là que ça redécolle. 2015 comme coach avec les Carabins 2 ans. Puis après ça, 2017, saison 2017-2018 à temps plein. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Parce que c'est là que tu as connu Daniel Sauvageau. Oui, j'avais déjà connu Daniel à l'époque. Vous allez travailler ensemble plus. Oui, c'est ça. Mais là c'est vraiment là que je rentre dans l'univers là, à temps plein du sport, du hockey féminin au Québec. Comme quoi, hein, c'est ça. Tout le timing, c'est tellement... Oui. Dans toute de ton histoire, mais je vous ai c'en est une autre démonstration. Absolument. Bon, écoute, je te fais une confidence. Oui. Moi, je te connaissais pas quand on a commencé à travailler ensemble. Donc, tu faisais la Color Woman. Je sais pas comment... Analyste. Oui, mais pendant le match. Parce que c'est pas la même job. Analyste pendant le match, puis analyste après le match. Quand, mais c'est vrai que quand il n'y a rien qui se passe, quand on a juste à se concentrer sur ce qu'on va dire, c'est pas la même chose à mon sens, même si je l'ai jamais fait ni un ni l'autre, là, mais j'en ai assez regardé puis écouté. Donc, quand avec Jean Saint-Onge, on commence à travailler ensemble sur ces reportages-là, je te connais pas. Fait que la question que j'avais, c'est d'où tu sors, mais en termes de communicatrice, là. Parce qu'évidemment, t'as tout le bagage, mais comment ça s'est fait ces pas-là en communication? Bien, à vrai dire, je dois, comme beaucoup de choses dans ma carrière, je dois beaucoup à Daniel Sauvageau. OK. Quand j'avais besoin de compléter, je disais temps plein, mais c'était pas vraiment un temps plein à l'Université de Montréal à l'époque au Carabin, donc je devais compléter avec autre chose. Puis Daniel, après quelques années, a décidé de partir le projet du Centre 2102, donc un centre de haute performance pour les femmes au hockey. Puis là, bon, ce projet-là, fait que là, elle a besoin d'aide. Fait que là, elle me demande de donner un coup de main. Puis là, la PWHPA, quand la Ligue a arrêté en 2019, la Ligue canadienne, la CWHL à l'époque, bon, là, les filles vont partir cette Ligue-là. Puis là, évidemment, Daniel est impliqué là-dedans. Donc là, il va commencer quelques années plus tard à avoir des événements. Donc là, je donne un petit coup de main, comme ça. Puis là, t'aurais-tu une coupe d'heure pour m'aider à faire une coupe de tâches? Parfait. Fait que là, c'est tranquillement, je fais un petit peu plus de tâches, Puis là, il y a des événements qui arrivent au centre à Montréal, à Verdun. Puis Radio-Canada va le diffuser sur le web. C'est uniquement de la web diffusion. Puis ils ont besoin d'un analyste. Donc, fait que là, Daniel me dit... Je l'ai pas regardé. Je m'excuse. Je pense pas que c'était sur... Mon Internet fonctionnait pas. C'est ça. Puis là, c'était sur YouTube. Je suis même pas sûr que c'était sur le YouTube. C'était... Non, on faisait ça. J'en ai fait. C'est ça. C'était peu... C'était pour dire qu'il y avait un broadcast, là, mais c'est ça. Il fallait que tu le saches. Il fallait que tu reçoives le lien quasiment en privé. Là. Donc, on commence comme ça. Puis, donc là, c'est comme ça que je rencontre Jean. Puis la chimie, ben c'est sûr que pour les gens qui connaissent Jean, que vous avez plein d'ailleurs de surnoms pour lui. Donc, un gars hyper ouvert, hyper sympathique. Donc, je commence comme ça. Là, je fais 1 ou 2 games. Comme ça, à Verdun, ça à passerelle avec Jean, avec une caméraman. Mais non. Ben non, j'avais
Puis là, c'est là que je sais plus parce que à un certain moment, j'ai fait un remplacement RDS, encore là, par Daniel pour un championnat du monde féminin moins de 18, là, ou une coupe SO. Là, c'était à peu près dans les mêmes temps. Fait que Daniel elle me dit, viens à un match, viens observer comment ça fonctionne. C'était peut-être même Isabelle qui me dit, viens observer, on va te faire regarder un match, on va te faire des tests, puis regarde, tu sais... Anyway, il faut se lancer dans le sens que... c'est ça que j'allais dire. Tant que t'es pas à l'écran et que tu gèles pas un peu quand la personne te parle dans ton oreille pour la première fois. Comme tu sais pas comment... C'est ça. Mais je connais le hockey. Je parle quand même bien. Je suis capable de m'exprimer en français, même si on a beaucoup d'anglicisme dans le sport. Donc, fait, tout ça, je fais comme un petit peu en même temps. Puis ensuite, avec Jean, on a une bonne connexion. Il dit, si jamais il y a d'autres choses, moi, ça qu'on retravaille ensemble. Puis là, ensuite, quelques contrats RDS, puis... les choses s'imbriquent comme ça, là, de fil en aiguille. C'est comme dans n'importe quoi aussi, là, quand il y a une personne qui est bonne, qui est identifiée, qu'on sait c'est qui, c'est ça les choses déboulent. Je pense qu'il y a un bon timing aussi. Même chose. Je suis une femme, donc c'est sûr que ça... Je pense qu'aussi, il y a une conjoncture un peu sociale là, qui aide ça. Puis, c'est ça. J'aime dire qu'on m'a ouvert des portes. T'sais, Daniel a probablement une... d'ailleurs, qui en a ouvert pour énormément de femmes dans le hockey au Québec. Puis ensuite, c'est à nous autres d'entrer dedans puis de vouloir y rester. Puis, c'est ça. J'ai toujours eu le désir de travailler assez fort pour rester où j'avais envie d'être. Le temps file, j'aurais eu des... je t'aurais demandé, genre, c'est quoi la différence entre analyser en direct ou après, mais on n'a pas le temps. Ah, OK. Ça aurait été une bonne question. Ça aurait été c'est dommage. Mais non, est-ce qu'il y en a une différence ou c'est dans ma tête? Il y a naturel de ne pas savoir ce qui s'est passé. Tu sais, dans le sens que d'être vraiment là sur place, d'avoir le vibe de la foule, de voir, tu sais, le point de vue de l'analyste puis des descripteurs en match. Tu sais, on voit, on est bien centré, on est capable de tout voir. Moi, j'adore voir les bancs pour voir la dynamique au banc. Évidemment, la coach en moi aime beaucoup ça. Donc, oui, il y a certainement un plaisir. Tu sais, le sport, c'est à peu près la seule affaire qui survit au binge-watching, dans le sens que c'est le live. En direct, c'est le en direct du sport. Donc, cet aspect-là d'être dans le moment... ça amène une toute autre dimension. Je pense aussi, on l'entend aussi un peu quand on est sur place ou quand on le fait là, versus, tu sais, ça arrive là, des fois dans des matchs plus, pas dans les matchs de LPHF, mais dans les matchs plus mineurs, dans des matchs du championnat du monde que on appelle ça live on tape. Là. Donc, tu sais, nous, on n'a pas nécessairement... On fait le match, mais après ça va être diffusé plus tard, ou des fois, le match a déjà eu lieu, puis on le refait après qu'il y a eu lieu. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu moins... On essaie de ne pas le regarder, mais ça arrive plus rarement, mais c'est moins... c'est pas du moins. C'est moins ça. C'est pas pantoute la même affaire. Non, c'est ça. Bon, là où je voulais aller, parce que il faut... Puis j'ai failli oublier, mais... tu es l'entraîneuse. Tu es déjà l'entraîneuse de l'équipe italienne. Tu le seras, évidemment, dans le cadre des Jeux olympiques. On va conclure avec ça, mais comment on dit en italien, d'où est-ce qu'elle sort, elle? Oui, c'est ça. Dove sei? Je dois encore dire, c'est Daniel qui m'a offert cette opportunité-là. Donc, elle est en discussion avec la fédération depuis un certain moment, puisque les Jeux sont à Milan. Moi, ils voulaient les coachs canadiens. Donc, évidemment, quand on pense en hockey féminin, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont ce réflexe-là. Puis, je travaillais avec elle à temps plein à ce moment-là. Je n'étais plus au Carabin, j'étais au centre 2102 à temps plein. Je dirigeais le centre. Puis... comme beaucoup, un moment donné, moi, j'ai dit une joke. T'entends-tu un coach en Italie? Là, je disais, oui, Daniel. Puis là, quelques mois plus tard, elle dit non, puis j'aurais besoin de quelqu'un, comme tu pourrais-tu y aller, au moins aller évaluer le groupe, me faire un rapport, aller voir là-bas comment ça se passe, mettre quelque chose. Fait que je suis partie là avec 2 adjointes. Ça, c'est il y a quoi, 2 ans, 3 ans? Oui, l'été 2023, juillet 2023. Puis, comme quelques semaines avant, là, fait qu'on prépare ça. Je pars là, on arrive dans le nord de l'Italie. C'est dans un dôme. C'est une porte tournante pour entrer parce que l'aréna s'est effondrée il y a 5 ans puis ils l'ont pas refaite. Donc, on se change d'un bar puis on s'en va dans un dôme. Mais les gens sont quand même super accueillants. Puis là, c'est la première expérience. Fait que je reviens, rapport, tout ça. Il va y avoir un autre cas en novembre. OK. Fait que je retourne. Puis là, je retourne avec Alexandre Tremblay, qui
qui est assistant entraîneur avec la LPHF, avec la Victoire à Montréal. Parce que là, il faut qu'ils fassent des skills, les filles. Là. Ils comprennent pas. Ils pensent que j'arrive là, moi, pour pratiquer un power play. Je suis comme, même, je vous connais même pas. Comme il n'y a pas de compétition avant un an, là, on s'en fout du power play. On va regarder si vous avez patiné. Non, mais comme. Ben, tu sais, si vous avez patiné, c'est quoi les habiletés, c'est quoi le niveau. Il y a beaucoup d'écarts. Ouais. Sont très importants. Il y a des filles de 15 ans, 16 ans, puis il y a des filles de 32. Oui, il y en a quelques-unes qui jouent en Amérique du Nord. C'est des ressortissants canadiennes, américaines, j'imagine. Ou des Italiennes qui sont venues jouer NCAA ou qui sont venues jouer au niveau U-Sport canadien. Donc, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup d'écarts. Puis là, après ça, c'est ça. Novembre, je retourne. Là, on amène un coach des goalers, Karel, Alexandre, coach de skills. Fait que là, Kayla revient avec moi. Là, on est 4. Là, on arrive. OK, parfait. Nouveau camp. Après ça, il y a un camp en décembre. Ben là, OK, tu vas aller jusqu'au championnat du monde. Fait que là, on continue. Puis là, c'est ça. Je suis encore là. 2 championnats du monde plus tard, une préparation olympique. Alexandre Carrel sont encore là. On a ajouté Francis Paré, là, ancien joueur professionnel, qui est un gars de la région de Québec. Puis là, on est en pleine préparation. On est une gang de Frenchies qui travaille fort avec Daniel puis avec la Fédération italienne pour faire bonne figure devant les tifosi. Oui. La pression est grande. Oui. Est-ce que tu le sens? Il y a toujours la pression parce qu'on veut bien faire. Ouais. On a bien fait au dernier championnat du monde. On a remporté notre championnat du monde. On s'en va dans la 2e division. Donc, tu sais... La fierté nationale, on la sent beaucoup au Canada dans les derniers mois avec tout ce qui se passe au niveau politique. Ouais. Mais voir les joueuses de l'Italie chanter leur hymne national sur une ligne bleue, t'as pas besoin d'être un Italien de souche pour sentir pour saisir l'importance que ça a. Donc oui, puis on veut bien faire. Il y a pas de, est-ce qu'on s'en va là prétendre qu'on s'en va là pour la médaille d'or? Absolument pas. Ça a été dit, c'est correct. Mais on a des objectifs de performance. Okay. Puis comme on est dans le pool qui ne jouera pas contre le Canada, les États-Unis, la Finlande, mais évidemment, nos chances augmentent. Puis on a vraiment une belle profondeur d'équipe. Là. On a super bien progressé dans les derniers mois. Donc on va pas là pour être figure figurant. Là. On va là pour performer puis pour aider aussi à bâtir un historique de hockey féminin. As-tu confiance que ce sera pérenne, qu'il y aura... On l'espère. On travaille très fort pour mettre aussi un vrai système de performance et de développement en place qui ont peu de bassins. Donc, juste l'encadrement des camps, préparation physique, qu'est-ce qu'on fait, les suivis. Donc, je passe beaucoup de temps à calculer +6, -6 avec le décalage horaire pour les rencontres avec le staff qui est là-bas avec les joueuses. Okay. Parce que c'est ça, c'est combien de temps, mettons, par année, t'es combien de temps là-bas ou là-dessus ou... c'est à peu près 8 semaines par année. Là, ça va être un petit peu plus, évidemment, avec l'année olympique. C'est ça. Mais on part une semaine à la fois, des fois 2 semaines ou 10 jours, à peu près 5 à 6 fois par année, là, depuis bientôt 2 ans. Là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est humainement, ça apporte beaucoup, beaucoup, mais c'est sûr que c'est une expérience sportive extraordinaire. Là. Puis tu vas embarquer. J'aurais jamais rêvé à ça. J'imagine. À vrai dire, oui, j'ai rêvé de coacher l'équipe canadienne beaucoup d'entraîneuses et d'entraîneurs qui veulent, dire parce que c'était à peu près tout ce qu'il y avait avant. Ouais. Il y a 2 ans, il n'y en avait pas de Ligue Pro. Là, fait que, de coacher l'équipe nationale féminine, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme objectif. Là, j'en coach une d'un autre pays. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est un grand, grand privilège d'avoir cette opportunité-là. Puis tu vas embarquer là-dessus, mettons, à temps plein plus à partir de quand? Je peux pas vrai. À temps plein, les quelques semaines seulement avant les Olympiques. Là. Oui, exact. Là. Sinon, ça reste des camps. Mais ça risque d'être ça aussi. Les joueuses vont venir à Montréal en décembre. On fait la centralisation va être à Montréal pour qu'on puisse offrir le meilleur encadrement aux joueuses. Donc, eux autres s'en viennent toutes. On a 25-26 joueuses qui vont arriver à Montréal fin novembre, début décembre. Donc, pour un mois et demi. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Wow. Donc, c'est la fédération nous back. Là. Daniel a proposé là, des idées de centralisation, puis ils ont embarqué là-dedans. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Puis les joueurs sont super
super excités parce que c'est sûr qu'ils sont capables d'être encadrés plus optimalement ici avec toutes les installations puis la quantité d'intervenants qu'on peut amener dans l'équipe là, au quotidien. Comment on dit coach en italien? Allenatore. Pour vrai? Oui. Allenatore. Je pensais qu'il y aurait moins de syllabes. Mais je suis arrivé. Ça ressemble au français, mais encore un peu plus compliqué. Donc, et ce sera ma dernière question, mais j'y avais comme pas pensé avant qu'on commence parce que je sais pas, c'est ça. Je te connais comme analyste, puis évidemment, je savais là, que tu coachais l'équipe italienne, mais est-ce que c'est ça l'objectif, le coaching? Revenir à ça, faire ça à temps plein? Parce que là, avant, il y avait juste une job, mais là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être, 8, 9? Pas pour l'instant. Ben, j'adore probablement ce que je fais à Hockey Québec. Là. Ouais. Donc, qu'on va escamoter, malheureusement. Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ce que je fais parce que je pense que ça a une grande portée, ce qu'on peut faire au niveau du développement. Vite, tu es en train d'organiser pas mal le hockey féminin ou de réorganiser le hockey féminin. Oui, puis c'est ce qu'on veut, puis on veut que ça progresse. Puis, tu sais, mon garçon va bientôt avoir 9 ans. C'est des âges, tu sais, je pars quand même souvent. C'est d'ailleurs une des raisons au départ pourquoi j'avais diminué quand même aussi le coaching. Tu sais, familialement et tout ça, je veux pas manquer trop de moments, même si je suis une passionnée. C'est dur quand on est passionné des fois. Mais on veut... donc, pas pour les prochaines années, pas à temps plein. Je le fais... L'Italie me permet ça, de garder ça, puis d'être dedans quand même en supervisant les entraîneurs et tout ça. Mais c'est sûr que je me vois pas fermer la porte à ça dans quelques années, quand mon garçon sera peut-être un petit peu plus vieux pour retourner dans ça là-dedans à temps plein. Là. C'est impossible pour moi de fermer la porte du coaching. Là. D'accord. À suivre, donc. À suivre. C'est ça. Mais moi, chez mon cerveau, c'est ça. J'avais comme pas envisagé ça. Puis c'est évidemment toute la grâce qu'on va et tout le bonheur qu'on va te souhaiter. Parce que du bonheur, on en a eu beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment, vraiment très, très agréable. Bonne chance dans toutes ces entreprises et bonne chance pour la suite. Merci, c'est super gentil. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.